Point focal. Virgile Avancé. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission. L'affaire tentative d'empoisonnement du chef de l'État et son nouvel embranchement, affaire Angelo Oussou, ne quitte plus l'actualité. Beaucoup de choses sont dites. Pour quelques éclairages à cette étape du dossier, Point Focal reçoit pour vous l'ancien bâtonnier Jacques Menga. Nous abordons surtout le volet politique de cette affaire. La décision qui a été rendue par le juge Oussou est une décision de justice. Elle n'est pas une décision politique. C'est le droit qui a été dit. Qu'on veuille aujourd'hui en faire une affaire politique, c'est une autre chose. Mais ce que nous devons constater dans cette affaire dite d'empoisonnement du président de la République Boni Yayi, de tentative de coup d'État, un nom lui a été prononcé. Et dans de telles circonstances, quand on dit un nom lui a été prononcé, il revient à la partie qui a perdu d'exploiter les voies de recours. Ce qui veut dire quoi? De saisir la chambre d'accusation de la cour d'appel pour que cette chambre reprenne le dossier, le retravaille comme si de rien n'était. Mais une fois que le juge a rendu sa décision, je veux parler du juge d'instruction, à aucun moment l'on ne doit l'inquiéter. Et je le dis tout simplement parce que quand on lit l'article 4 de la loi 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin, je cite, « Les magistrats du siège sont indépendants. À cet effet, ils règlent les affaires dont ils sont saisis conformément à la loi. Ils ne doivent être l'objet d'aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention indue, directe ou indirecte, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. » Ça veut dire quoi? Fin de citation. Ça veut dire quoi? Le jour où un juge a rendu une décision, vous ne pouvez pas, pendant et après la décision, vous ne devez pas, vous ne pouvez même pas l'inquiéter, le menacer. Or, nous avions assisté à un certain nombre de choses lorsque le juge Oussou a rendu l'ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire de ne pas poursuivre. Il a été inquiété au prétendu motif qu'il voulait quitter le territoire. Il a été mis en résidence surveillée, il a été écouté à la police, bref, son passeport a été même saisi. Est-ce qu'on devrait faire cela? C'est ce que nous appelons une infraction à l'article 4 de la loi numéro 2001-35 du 21 février 2003. On ne devrait pas, à moins qu'il ait, en dehors de cette affaire, commis une infraction. Et s'il n'a pas commis une infraction, pourquoi doit-on l'inquiéter? Pourquoi doit-on le mettre en résidence surveillée? Je crois que chacun de nous a écouté les versions des uns des autres, de la police, du ministre, de l'ordre des avocats, du syndicat des magistrats et de beaucoup d'autres personnes. Nous pensons à l'étape actuelle que l'on doit ramener la balle à terre. Il ne faut pas inquiéter le juge Angelo Oussou, le laisser accomplir sa mission. Nous sommes dans un état de droit et force doit rester au droit. Oui, mais est-ce qu'à l'étape actuelle, des choses, on peut dire que le dossier est purement du domaine du droit? Il n'y a pas comme la politique qui à chaque fois se revient au galop et s'entremêle? La politique était même déjà entrée dans ce dossier dès l'entame. Je dis bien, la politique était déjà entrée dans le dossier dès l'entame, dès le début. Parce que quand vous observez bien ce qui se passait, avant même que le juge ne rende sa décision, il y a eu des violations, et des violations très graves. Je vais vous citer 3 violations pour vous montrer comment la politique est entrée dans ce dossier. La première violation, c'est le non-respect de la présomption d'innocence. Et quand vous prenez notre constitution, la présomption d'innocence est consacrée. Elle est consacrée. Ça veut dire quoi? Tant que vous n'aviez pas été condamné, tant que vous n'aviez pas été jugé, tout le temps où dure le procès, vous êtes présumé innocent. Or, est-ce que tel a été le cas dans l'affaire tentative d'empoisonnement
tentative de coup d'État? Je dis non, tout simplement parce que tout le monde a vu les communications des uns des autres, du procureur, du commissaire central. Et je vais même plus loin, des marches, des soutiens, des messes, des prières dans les mosquées, dans les églises, dans les temples, au profit d'un politique qui plus est le chef de l'État, qui est le plaignant. Est-ce qu'on aurait dû faire cela? Non. Est-ce qu'on ne devrait pas respecter tant que M. Talon et consort, M. Moudiaïdou et consort, le médecin et consort n'aurait point été coupable, c'est-à-dire condamné? Tant qu'on n'aurait pas dit condamné, on aurait dû respecter cela. Deuxième violation. J'ai dit tout à l'heure que tant que le juge n'a pas fini d'instruire, personne ne peut déclarer quelqu'un coupable et commencer à agir comme si de rien n'était. Cette émission était une violation. La deuxième violation, c'est le non-respect du secret. On n'a pas respecté le secret de l'instruction. Il vous souviendra que dans ce dossier dit tentative d'empoisonnement, dit tentative de coup d'État, on sait qui mène les enquêtes sous l'autorité du procureur. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est eux qui mènent les enquêtes pour qu'on sache qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais les résultats des enquêtes, partie de ces résultats étaient publiés, étaient portés à l'attention du public. Ça ne devrait pas se faire, c'est une violation. Et pourquoi le procureur, pourquoi le commissaire communiquait pendant que l'enquête était en cours, pendant que le dossier était en instruction? Ce secret-là ne devrait pas être porté devant le public. C'est une grave violation. À quelle fin? La troisième violation, c'est le non-respect des scellés. Il vous souviendra, dans ce pays, à la télévision, on nous a présenté les produits du crime, c'est-à-dire des comprimés qui seraient radioactifs ou des médicaments qui seraient radioactifs ou toxiques, avec des gants en blanc, et des commentaires ont été faits, alors qu'en principe, ces produits sont des pièces à conviction qui ne devraient pas sortir et être exposés, être montrés. Ces produits devaient être mis sous scellé. La scellée devrait être apposée et la position de la scellée suppose la présence des mises en cause. Il en est de même de la levée, c'est-à-dire ce que nous appelons l'ouverture. Mais on n'a pas respecté ces procédures. À quelle fin? D'aucuns disent que c'est à des fins politiques. C'est pour ça que nous vous disons que la politique est entrée, et en entrant, c'est quelque part, c'est le droit qui fuit. Et c'est ce qui a été fait dans ce dossier. Si tel est qu'on avait respecté la procédure, on n'aurait jamais commis ces erreurs. Et nous disons, dès l'entame de cette procédure, de cette enquête, alors que le juge n'a pas encore rendu sa décision disant qu'il faut poursuivre ou il ne faut pas poursuivre, on savait déjà beaucoup de choses. Et il devrait revenir à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'arrêter. Les juges de la chambre auraient dû à ce niveau déjà arrêter la procédure pour non-respect de la procédure, pour violation, ce qui n'avait pas été fait, et cela aurait épargné au juge Oussou la décision qu'il a rendue. Puisque je vous ai dit qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence dès l'entame, il y a eu violation du secret d'instruction, il y a eu également violation des scellés. Donc tout cela aurait dû conduire la chambre d'accusation à mettre fin à ces procédures, et nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais pourtant le juge Oussou s'en est saisi normalement et a connu de l'affaire jusqu'au bout, jusqu'à rendre sa décision de non-lieu. Et il a fait aussi ce commentaire que c'est la politique qui s'en est mêlée quand le juge a été intercepté à la frontière de Sémékraké. Oui, c'est ce qui se dit. Et c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure l'article 4 de la loi 2001-35 du 21 février 2003. Oui, mais est-ce que le juge Oussou n'était effectivement pas menacé en allant de l'autre côté de la frontière? Est-ce que l'État, le gouvernement n'était pas dans le devoir effectivement d'assurer sa sécurité, quitte à violer même, c'est une loi, cette loi-là que vous citez tantôt? Vous savez, nous avons le respect de la Constitution, la liberté d'aller et venir. Il revient au juge Oussou de dire: je veux qu'on assure ma sécurité. Qu'est-ce qu'il a fait de grave en rendant une telle décision? Il vous souviendra, dans ce pays, affaire le président de la République, où c'est consigné contre Agbo Lionel.
qu'est-ce qui a été dit? Agbo Lionel, maître Agbo Lionel a été condamné. Quand il a été condamné, est-ce que le juge a été inquiété? Quand ceux qui étaient du côté du pouvoir ont gagné le procès, est-ce que le juge a été inquiété? Mais pourquoi peut-on inquiéter un juge qui rend une décision qui n'arrange pas une partie, qui plus est le pouvoir? Et c'est là où nous disons, il y a 2 poids, 2 mesures. On n'aurait pas dû l'inquiéter, même contre sa volonté, ou dans son intérêt. Ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre lui-même. Si on devrait dire, qu'on veuille assurer la sécurité du juge, contre qui a intérêt à inquiéter la sécurité du juge? Qui a intérêt à faire mal au juge? C'est ceux qui ont perdu ou c'est ceux qui ont gagné? Mais qui sont ceux qui s'agitent? Qui sont ceux qui sont en train de s'agiter? Il faudrait voir de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a même pire. Mais nous n'avions pas encore tous les éléments. Nous sommes en train d'apprendre que celui qui aurait conduit, j'utilise encore le conditionnel, M. Oussino Nazaire, qui aurait accompagné le juge, qui l'aurait pris dans la voiture, serait aujourd'hui arrêté et serait au commissariat de Ouidah. Pour quel motif? Mais il semblerait que pour des raisons financières, qu'on lui reprocherait de n'avoir pas payé une dette qu'il devrait à une de ses amies ou femmes. Je ne sais pas encore le fond de ce dossier. Mais s'il se confirme qu'il a été arrêté pour ce fait, mais il y a anguille sous roche. D'une part, une dette ne demande pas l'arrestation. On n'arrête pas quelqu'un parce que la personne est débitrice. Je ne connais pas encore le fond de ce dossier, mais ce que je sais, c'est que ce monsieur serait souffrant, serait sous perfusion quand on a été l'arrêter. Ce que je sais également, et je suis en train de mener des investigations à ce niveau, c'est que ce monsieur Oussino Nazaire, sa femme serait partie lui déposer les médicaments nécessaires pour sa guérison et cela n'aurait pas été accepté jusqu'à nouvel ordre. Je dis encore que nous n'avions pas encore tous les éléments de ce dossier, mais ce que nous savons, c'est que le juge, ou du moins celui qui a emmené le juge dans sa voiture, serait inquiété. Pourquoi? Ça, c'est troublant. Nous voudrions savoir. Nous sommes dans un état de droit, certes, mais il ne faudrait pas que cela continue. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Maître Agbo. Il a été condamné. On n'a pas inquiété le juge qui a prononcé, qui du moins a rendu la décision. Pourquoi inquiétons aujourd'hui M. Angelo Oussou ou ses proches ou ses amis? Les véhicules de ce M. Oussou Nazaire seraient confisqués. Oussino Nazaire, au prétendu motif qu'on voudrait savoir s'il aurait dédouané, s'il aurait fait ceci, s'il aurait fait cela. C'est possible, mais j'attends d'avoir tous les éléments de ce dossier pour que nous puissions nous prononcer. Et dans ces cas de figure, il lui appartient de constituer avocat. Je veux parler de M. Oussino Nazaire. Et nous disons la même chose en ce qui concerne M. Angelo, de déposer une plainte. M. Oussou, le juge qui aurait été enquêté, qui a été inquiété, il faut qu'il dépose une plainte. Je ne vous apprends rien. Je vous donne un exemple très simple qui vient de se passer en France. Le président Sarkozy, dans une affaire contre Mme Bettencourt, a été mis en examen par un juge, alors qu'il était en responsabilité, alors qu'il était président de la République. Mais la décision vient de tomber maintenant, c'est-à-dire une fois ayant été battu, n'étant plus président en exercice, les juges l'ont mis en examen, parce qu'on ne pouvait pas le faire au moment où il était en responsabilité. Et un de ses conseillers, en la personne de M. Guéno, a dit tout le mal qu'il pensait des juges qui ont mis en examen son ami, son président. Il a dit tout. Et qu'est-ce que les magistrats ont fait? Qu'est-ce que le juge a fait? Il a déposé une plainte. Qu'est-ce que les magistrats ont fait? Ils ont déposé une plainte. Et nous demandons au juge Angelo Oussou, nous demandons au syndicat des magistrats de déposer des plaintes pour infraction à l'article 2001, à l'article 4, de la loi 2001-35 du 21 février, parce que cette loi interdit à tout homme, à tout citoyen d'inquiéter un juge. Autrement dit, ce qu'ils réclament aujourd'hui, ce qu'ils exigent du gouvernement n'est pas encore assez, de votre avis? Je veux parler de l'UNAMAB, bien entendu. Vous savez, l'UNAMAB a donné un délai à ceux qui inquiètent ce juge de revenir à de meilleurs sentiments. L'UNAMAB a bien dit ceci. Il ne faudrait pas que cela continue.
Si vous tenez à la sécurité du juge, d'accord, mais avec la complicité du juge. Il faut que le juge ait un regard sur ceux qui viendront assurer sa sécurité d'une part. D'autre part, ils ont demandé qu'on lui restitue son passeport qui a été entre-temps confisqué. Et si vous aviez écouté comme moi la déclaration des magistrats, ils ont interrogé le procureur de la République pour savoir si c'est lui qui a ordonné aux policiers d'agir ainsi, c'est-à-dire d'inquiéter le juge, de saisir son passeport. Et le procureur a dit non. Ça a été mentionné dans la déclaration de l'Union des magistrats. Bref, ce que nous nous disons aujourd'hui, c'est une affaire de droit, c'est une affaire de justice. La décision n'est pas une affaire politique. Il ne faut pas que les politiques s'y mêlent. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le principal mis en cause, Patrice Talon, dit qu'il est soulagé de la décision du juge Angelo Oussou, mais qu'il n'est pas satisfait. Vous savez, je ne peux pas me prononcer sur les dires de M. Talon. Pourquoi? Parce que, 1, je ne suis pas son avocat, et 2, je n'ai pas encore écouté Talon dire cela. Mais ce que je peux... Il a dit sur Radio France Internationale, RFI, après la décision le mercredi. Mais ce que je peux vous dire, c'est normal. Si tel est le cas, quelqu'un qu'on poursuit et on prononce un non-lieu contre cette personne, c'est normal que cette personne soit satisfaite. Mais dire que... Il dit plutôt qu'il est soulagé, mais qu'il n'est pas satisfait parce que le juge a pris acte tout de même des faits. Oui, vous savez, qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'on fasse d'autre? Le juge qui prononce un non-lieu, est-ce que c'est parce que appel a été interjeté? Attendons la décision des juges de la cour d'appel, les juges d'instruction de la cour d'appel. Peut-être qu'à ce niveau, si un non-lieu est encore prononcé, il serait peut-être satisfait. Ce que je comprends parfaitement puisque l'affaire n'est pas encore terminée. Et puis nous avons un autre volet qui est pendant devant la cour d'appel de Paris, en sa chambre d'instruction. Parlant de la cour d'appel de Paris justement, il a désormais comme un volet politique qui se joue également là, puisque la cour réclame entre autres éléments la garantie ou les éléments par rapport à la révision de la Constitution, notamment de l'article 42 de la Constitution du Bénin. Vous savez, une extradition très souvent concerne certes la justice, mais ça concerne aussi un État. Et le juge d'instruction, pour des raisons d'instruction, avait demandé l'extradition. Mais pour que l'extradition la demande se réalise, il faut aussi que le gouvernement béninois la demande cette extradition en vertu des accords qui lient le Bénin et la France. Et quand une décision serait prise par les juges français, faudrait-il encore que le politique français se prononce, le président de la République se prononce. Et ce qui m'amène à vous dire ceci, c'est vrai que les juges peuvent rendre une décision, mais il reviendra toujours aux politiques de dire oui ou non s'il faut extrader. Mais pour aller à extradition, il faut vérifier si les conditions de droit, de respect de l'homme existent dans le pays qui sollicite l'extradition. Et il n'y a pas que l'article 42, nous reviendrons là. Ils ont vérifié un certain nombre de choses. Ils ont demandé plutôt que le Bénin satisfasse à certaines demandes, entre autres la peine de mort. Or, notre pays, mon pays, a effectivement ratifié la convention de l'ONU relative à la peine de mort en disant la peine de mort ne sera plus appliquée dans ce pays. Mais malheureusement, nous n'avions pas encore voté la loi qui pourrait enlever les références de notre code de procédure, de notre code pénal. Nous avions encore les références à la peine de mort, aux travaux forcés. Ce n'est pas encore fait. Le Bénin a 2 mois pour produire donc les éléments demandés par la Cour d'appel de Paris. Est-ce que au bout des 2 mois, avant l'ultimatum, le Bénin peut voter donc cette loi-là et cela va tenir pour un élément de valeur à la Cour d'appel de Paris? Vous savez, c'est l'idéal si le Bénin peut le faire. Nous savons comment nous fonctionnons. Et si quand même, si le Bénin donne satisfaction à cette demande, mais nous dirons banco, c'est ce que nous recherchons. Mais si le Bénin n'a pas fait cela depuis longtemps, puisque ce n'est pas pour la première fois que la chambre d'instruction de la Cour d'appel demande au Bénin des preuves, c'est la 2e fois.
Mais la deuxième fois, ils sont allés encore plus loin. Si on n'a pas pu, dans un premier temps, satisfaire la demande de cette Chambre, cela m'étonnerait que nous puissions le faire. C'est des preuves insurmontables en l'état. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, mais les délais donnés au Bénin pour satisfaire ces précisions. Je tiens à utiliser le mot précision parce que il faut pas rentrer dans des généralités. On veut savoir si la peine de mort est abolie. Je dis, la convention, nous l'avions abolie, si mes souvenirs sont bons, en juillet 2011, ça a été fait. Mais nous avions encore dans nos codes des références à la peine de mort. Donc, satisfaction n'est pas encore totale. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'article 42, où on demande si le Bénin a une intention d'aller à révision de la Constitution, et notamment l'article 42. Et que dit cet article 42, c'est-à-dire le mandat du chef de l'État est le président de la République peut faire 2 mandats. Mais pourquoi la Cour peut-elle faire allusion à l'article 42? Il vous souviendra ce que l'un des mises en cause dans cette affaire, et je dirais le mise en cause principal, M. Talon avait dit sur RFI, il avait dit ceci, que la cause de ces malheurs, les raisons qui poursuivent le chef de l'État à vouloir sa mort, à vouloir le détruire, c'est parce qu'on lui avait demandé de créer les conditions pour que les députés aillent à révision de la Constitution afin qu'ils se maintiennent au pouvoir. C'était la raison fondamentale que Talon prétestait a amené Boni Yayi, le président Boni Yayi, à lui en vouloir. Or, si cela se confirme, ça veut dire que les juges voudraient vérifier est-ce que le président Boni Yayi voudrait réellement se maintenir au pouvoir après avoir fini ses 2 mandats dont le deuxième est actuellement en exercice. C'est très politique. Mais est-ce que ces juges sont dans leur rôle? Il n'y a pas comme une souveraineté du Bénin qui sont en train de piétiner ainsi. Mais écoutez, un problème d'extradition, ça touche les droits de l'homme. On n'extrade pas, c'est une affaire très très politique. Et si on extrade, nous savons comment cela se passe. Ce n'est pas pour la première fois qu'on extrade ou on n'extrade pas. Du moment où ils sont saisis de ce dossier, ils ne se sont pas auto-saisis du dossier. C'est quelqu'un qui a déposé une plainte, c'est quelqu'un qui a sollicité une extradition. Il ne fallait pas entrer dans ces considérations. Je ne sais pas si le pouvoir, ou du moins ceux qui ont sollicité l'extradition, s'attendaient à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on est en train de les mettre devant une situation insurmontable qui ne peut même pas résoudre. Et je ne sais pas si d'ici dans 2 mois nous pourrions satisfaire tout ce qu'on demande à l'État béninois et également à l'OFPRA, c'est-à-dire la structure française qui s'occupe des réfugiés, où on demande plein de choses à l'État béninois. Est-ce que notre État peut répondre à toutes ces demandes de manière précise? Je l'aurais bien voulu, mais si cela ne se passe pas, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça constitue pour l'image de notre pays, l'honneur de mon pays? Bâtonnier Jacques Menga, merci pour votre éclairage. C'est nous qui vous remercions. Merci d'avoir suivi Point Focal. Prenez le rendez-vous tous les samedis à 13h35, rediffusion les lundis et les mercredis à 19h35.